Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo nouvelle. Alors j'avais préparé une vidéo où j'avais abordé 3 thèmes, sauf que là l'actualité rattrape un petit peu les choses en sachant que parmi ces 3 thèmes je parlais de Macron et de son projet de RIP. Le RIP, c'est le référendum d'initiative populaire, qui est de toute façon une sombre arnaque, puisque si vous voulez mettre en place un référendum populaire, le référendum lui-même est populaire, donc il existe déjà. L'outil du référendum existe déjà. Le problème, c'est que ceux qui en ont l'usage, la disponibilité, ne s'en servent plus. Ne s'en servent plus depuis 2005, où vous autres, peuple français, avez eu l'audace d'aller à l'encontre du sens du vent de la Constitution européenne, et que finalement, 2 ans plus tard, Nicolas Sarkozy ne vous a pas demandé votre avis et vous a même craché dessus, en passant directement par le Congrès pour valider le traité de Lisbonne. Puisque c'était bien ce fameux traité dont il était question à l'époque et pour lequel, même si certains vous s'amusaient à vous dire que oui, mais c'était pas le même texte, etc. Oui, mais vas-y, fous-toi de notre gueule, vous avez juste changé une virgule et 2 points. Donc, mais de toute façon, c'est un texte constitutionnel européen qui permet à l'Europe d'avoir un certain nombre d'ascendants sur la souveraineté française, donc sur la souveraineté du peuple. Donc j'ai envie de dire, finalement, le Congrès à l'époque, alors je rappelle, ce qu'on appelle le Congrès, c'est le rassemblement de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, lorsqu'il s'agit de ratifier un texte ou une modification, une réforme constitutionnelle. C'est dans la Constitution, c'est-à-dire que le président, le gouvernement ou le Parlement peut avoir accès à une consultation nationale par le référendum ou sinon passer par ses représentants. Sauf qu'aujourd'hui, les 2 tiers des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat sont des traîtres à la nation et donc par conséquent, on peut leur présenter même des textes qui remettraient en question les fondamentaux des libertés individuelles constitutionnelles que de toute façon, ils signeraient les yeux fermés. Donc cette proposition du RIP, sachez que de toute façon, même s'ils le mettent en place, même si ils le font voter, ça ne changera pas grand-chose puisque ce sera toujours des élus qui auraient la possibilité sur, en effet, une pétition qui pourrait dépasser, à partir du moment où elle dépasserait 1 million de signataires, devrait enclencher auprès des élus la mise en place d'un référendum populaire. Sauf qu'il n'y a pas d'obligation. Si même une pétition faisait 4, 5, 10 ou 20 millions de signatures, les élus n'ont pas l'obligation d'organiser un référendum. Donc vous voyez comme quoi ça ne sert strictement à rien. Non, alors, ça m'amène quand même un lien, c'est que vous savez, vous avez la présidente de l'Assemblée nationale, Pinette Vert, je ne sais plus, qui est allée avec le député, enfin ex-député, puisque je crois qu'il a finalement perdu, il a été débouté, je crois, de son statut, Habib Hébert, en Israël pour apporter le soutien de la République au gouvernement israélien, au peuple israélien. Et elle s'est arrangée avec le président du Sénat, M. Larcher, pour organiser une marche contre l'antisémitisme qui doit avoir lieu ce dimanche. Alors, très clairement, on ne va pas se mentir. Ce choix, cette décision, cette proposition, elle n'est pas anodine parce qu'elle est le reflet
alors soutenu par un certain nombre de personnalités politiques, mais disons le mot, n'ayons pas peur des mots. C'est très clairement sur la demande, pas le commandement, pas l'ordre, mais la demande d'un certain lobby qui existe depuis très longtemps dans les couloirs du pouvoir de la République pour apporter une réponse à toutes les manifestations qui ont eu lieu pour le peuple de Gaza. Sous-entendant, peuple de Gaza, alors est-ce que... Allez, boum. Bien joué. Elle s'est fait démolir le cul, la pauvre. Oui, alors là, c'est parce que je viens d'avoir un accident. Alors, c'est le genre d'accident qui est assez comique parce que, en fait, il y a une nana, on voyait très très bien, je la voyais sur mon rétro. En fait, la nana, elle est sur son téléphone portable. Et je pense qu'à mon avis, elle a eu une absence. Et elle a tout d'un coup accéléré alors que la circulation est bloquée. Donc elle est rentrée dans le cul de la bagnole, elle a poussé la bagnole. Alors la bagnole bleue, le cul est complètement défoncé. Et elle a tapé sur le 4x4. Le 4x4, lui, par contre, il a quasiment rien. Ah non, mais je pense que, vous savez, aux États-Unis, c'est comme en France, hein, c'est pareil. De plus en plus de gens ne savent pas conduire ou sont distraits par leur téléphone parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder leurs notifications Facebook, TikTok, Messenger, Instagram. Ouais, que voulez-vous? Bon, oui, alors j'étais en train de dire quoi déjà? Oui, alors... disons le mot. Hein. Donc très clairement, cette proposition, cette marche, elle est organisée certainement sur la demande de ce lobby dont évidemment même nos journalistes les plus vertueux n'osent pas parler. C'est interdit d'en parler. Donc en réponse à toutes ces manifestations pro-palestiniennes, avec tous les sous-entendus que malheureusement dans ces manifestations s'infiltrent aussi des gens avec des discours un peu dissonants par rapport à un esprit de paix. Sauf que cette marche normalement est ouverte à toutes les représentations politiques. Et évidemment, le Rassemblement national sera présent, ainsi que Reconquête, à cette marche. Alors évidemment, crime de lèse-majesté, certaines personnalités de gauche, les écologistes, certaines personnalités de Renaissance sont outragés que le parti de la haine, ce parti antisémite, fasse partie de cette marche contre l'antisémitisme. Et tous ces gens-là, les Rousseau, les Panot, les Autain, Mélenchon, Roussel, enfin, évidemment, majoritairement tous ces gens de gauche bien pensants, en réalité, se foutent royalement de votre gueule. Ils se foutent royalement de votre gueule, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est vrai que dans les années 80, on a mis l'étiquette d'antisémitisme sur le Front National. Alors qu'en réalité, si on s'intéressait un petit peu à l'électorat du Front National, on avait la surprise, la très désagréable surprise, de constater que une partie de l'électorat du Front National de l'époque est un électorat juif. Alors évidemment, c'est un électorat appartenant à la communauté juive, mais c'est un électorat qui socialement est bourgeois et culturellement conservateur, voire ultra-conservateur. Alors après,
on vient de me dire, oui, mais pourquoi alors dans ce cas-là, Jean-Marie Le Pen s'est autorisé à ces dérapages avec le fameux four crématoire ou le détail de l'histoire. Mais parce que justement, il était aussi opposé aux mouvances idéologiques et politiques sionistes. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que même si dans les milieux de la communauté juive bourgeoise conservatrice, on a quand même un certain nationalisme dans le sionisme. Et c'est là qui est assez amusant, c'est que si vous avez un sionisme nationaliste, il devrait alors se rapprocher du mouvement ou du parti d'extrême droite qu'est le Front National. Il devrait partager des idées. Sauf que vous avez une partie de la communauté juive plutôt, alors là, progressiste, de gauche, qui évidemment a toujours tout fait pour s'attaquer par nature au Front National, d'où les dérapages de Jean-Marie Le Pen sur ses propos, qu'on va dire abjects d'une certaine façon. Surtout le four crématoire était, à mon sens, assez maladroit, voire très maladroit. En revanche, sur le détail de l'histoire, là, c'est une question sémantique, où là encore, on s'attaque à la généralité, à l'idée préconçue, à l'acquis, sur la considération de la Shoah par rapport à l'ensemble de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, c'est des sujets polémiques comme savait en faire Jean-Marie Le Pen. Et quand on connaît l'histoire du Front National, quand on connaît son but, son ambition, on comprend vite que de temps en temps, Le Pen avait fâcheuse tendance en effet à avoir ce petit côté de sabordage de son propre parti. Mais là, ça c'est une autre histoire. Là, on est véritablement en face d'une situation où, normalement, la République doit être donc vent debout contre l'antisémitisme, au-delà de tous les clivages politiques. Sauf que là, on constate que la gauche, ou une partie de la gauche, est en train de vouloir faire du protectionnisme par rapport à son électorat musulman, et qui plus est, dans cet électorat musulman, un électorat qui ne porte pas le sionisme, qui ne porte pas les musulmans, particulièrement dans leur cœur. Donc pour eux, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter le Rassemblement national dans cette marche contre l'antisémitisme, tout comme Reconquête. Reconquête, qui je rappelle, c'est Éric Zemmour, qui lui-même est juif. Mais voilà, on sent bien que cette gauche, elle est en train d'essayer de protéger, de survivre dans cette idée de toujours conserver, dépoussiérer l'étiquetage de l'image du Rassemblement national comme étant un parti antisémite. Alors qu'il ne l'est plus. Je dis bien, il ne l'est plus. Mais c'est ça qui dérange. Vous avez Rousseau qui tweet au moins 5 ou 6 fois par jour la honte de tous ceux qui vont marcher dimanche, de marcher à côté du Rassemblement national. Sauf que j'ai envie de dire que malheureusement, la véhémence de Rousseau est plutôt en fait la conséquence de l'échec cuisant à la fois de son propre groupe politique, mais également de l'alliance qu'on appelle la NUPES, même NUPES d'ailleurs, qui en ce moment est en train de complètement partir en vrille, suite à la décision de la suspension de 4 mois de ses responsabilités parlementaires de Raquel Guérido, parce qu'elle a osé remettre en question la direction du parti insoumis. Donc d'ailleurs, évidemment, Autain, Rousseau, Panot, elles sont très inconfortables par rapport à ça. Parce que ça veut dire qu'elles se mettraient à leur dos le big boss. Donc Rousseau, en fait, tous ces gens-là, qui, comme je vous le dis, se mettent à tweeter 4 ou 5 fois par jour pour essayer de mettre la honte sur cette marche,
En réalité, ils n'ont jamais digéré le fait qu'à la dernière législative, ils n'ont finalement pas réussi à être le premier parti d'opposition. Je dis bien parti, pas groupe. Parce qu'en effet, la NUPES est la première formation multipolitique de l'Assemblée nationale. Mais en parti politique propre, c'est le Rassemblement national. C'est pas la France insoumise. C'est pas les écologistes. C'est pas les socialistes. C'est pas les communistes. C'est bien le Rassemblement national. Donc ça, évidemment, c'est très difficile à digérer. Donc le fait que le Rassemblement national et Reconquête vont marcher dans une marche contre l'antisémitisme, alors après, comme je vous l'ai dit, commandité par, voilà, on sait qui, on sait quoi. Et d'ailleurs, certains diront, mais quand vous dites qui, vous parlez de qui, de ce qui me semble paraître totalement évident, naturel, puisque, encore une fois, ça fait partie des rouages, ça fait partie des maillages de la politique d'une manière générale, de la politique de coulisses, des jeux d'influence qui a toujours existé, surtout en France, et surtout au niveau des relations entre le pouvoir et la finance. Donc cette marche, elle est assez symptomatique finalement de la complexité, mais aussi, je dirais, de la situation dont je vous ai parlé depuis même le 7 octobre, sur le fait qu'on veut absolument faire rentrer les gens dans des cases sans leur donner la possibilité d'avoir raison gardée, d'avoir un consensus, d'avoir un juste milieu, pour reconnaître que de toute façon, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Même si, encore une fois de plus, dans ces histoires, le drame est toujours le même, c'est les civils qui trinquent. Et c'est ça le problème. C'est que quand on fait de l'idéologie, elle a cette étroitesse à un moment donné de vous obliger à rester dans des cases et de ne pas sortir de vos prismes, de vos doctrines, même si la nature humaine, l'honnêteté, la solidarité, les droits de l'homisme vous obligeraient à, de temps en temps, savoir reconnaître le défaut, savoir reconnaître la problématique, même si cela peut aller à l'encontre de vos propres principes, de vos propres idéologies. Mais à partir du moment où, de toute façon, depuis maintenant quelques décennies, le politicien a une fâcheuse tendance à prendre le français pour des cons, pour un con, et donc d'adopter le discours généraliste, simpliste, simplifié, synthétisé, on n'en vient que lorsqu'une situation devient un peu plus compliquée, met en évidence un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en considération pour ne pas tomber dans le cliché ou ne pas tomber dans l'amalgame. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, nos politiciens, ils sont en train de se rendre compte que non seulement leur influence, que non seulement leur ascendant sur l'opinion est en train de partir à volo, mais ils en sont réduits maintenant à vous dire, mais si vous ne manifestez pas contre l'antisémitisme, ça veut dire que vous êtes antisémite. Si vous ne manifestez pas aveuglément pour le peuple palestinien, tout en acceptant des discours dissonants, voire pro-Hamas, alors vous êtes islamophobe. Sauf que cette sémantique-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui se disent « Non mais attendez, où est la liberté de choix? Où est la liberté d'opinion ?» Vous n'en avez plus. Et vous imaginez que demain, ces gens-là, ce sont les mêmes qui vont signer des traités, qui vont signer des documents, qui vont signer des réformes constitutionnelles pour justement vous retirer ces libertés d'opinion, ces libertés d'expression.
Donc vous voyez, finalement la boucle est bouclée. Ceux qui aujourd'hui essayent de vous faire culpabiliser de penser ce que vous pensez sont les mêmes qui demain vont signer l'arrêt de mort de vos libertés. Et ils le feront. Ils le feront au détriment, ils le feront contre nature. Alors maintenant, est-ce que cette marche, elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est indispensable? Non. Non, parce que je pense que la grande majorité des Français ne sont pas des antisémites. Que l'antisémitisme systémique tel qu'on essaie de nous le faire croire, malheureusement, si on commence à lever le voile sur son visage, ça risquerait de déranger pas mal de gens parce qu'on s'apercevrait que c'est un antisémitisme qui est majoritairement issu de gens avec des origines, des racines spécifiques. Parce que malheureusement, ce sont des gens qui vivent dans des milieux, dans des communautés, dans des idéologies où l'on cultive, où l'on milite, où l'on incite à la détestation du juif. Tout comme on est dans la détestation aussi du chrétien, du blanc, de l'occidental, du athée. Donc encore une fois de plus, vous voyez, vous avez des gens qui encore essayent de planquer certaines réalités sous le tapis en jonglant avec les sensibleries, avec les émotionnels, avec les hypersensibles, plus particulièrement dans les jeunes générations, qui ont encore beaucoup à apprendre, mais qu'on réussit à leur faire croire que c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils n'ont pas la maturité, qu'ils n'ont pas le savoir, qu'ils n'ont pas la connaissance. Ça nous promet des jours fastidieux, d'autant plus que pendant cette marche, qui ne nous dit pas si l'extrême gauche ne risque pas d'essayer de faire une contre-manifestation, une contre-marche, etc. Là, ça risque de partir en vrille aussi parce que, vu les personnalités politiques qu'il va y avoir dans cette marche, je peux vous assurer que la sécurité va être démultipliée par 10 et que toute personne qui voudra rentrer dans les quartiers ou dans les rues où se déroule cette marche devra faire preuve de patte blanche, contrôle d'identité, au faciès, ça va y en avoir. Et puis tout réfractaire, tous les petits anarchistes, antifascistes, etc., qui voudraient éventuellement foutre le bordel. Ceux-là, on ne leur laissera pas faire 5 mètres, on va les arrêter, on va les mettre dans des camions et on va les envoyer très loin pour, soi-disant, des contrôles d'identité. Donc voilà, pour ce qui concerne cette marche, parce que de toute façon, le problème israélo-palestinien, il est loin d'être résolu. Même aux États-Unis, on a une représentante qui vient de se faire suspendre par un comité parce qu'elle a osé dire que Biden, de par sa position, était finalement pour le massacre de Gaza. Donc ça, évidemment, dans le parti radical, vraiment la gauche, la vraie gauche, j'aime pas le terme extrême gauche pour ces gens-là parce que c'est pas des gens d'extrême gauche, mais la gauche sociale, démocrate, qui remue un peu trop souvent la queue. Sauf que là, évidemment, là aussi, on se rend compte que vous avez beau être un représentant démocrate, une femme en plus, qui plus est des minorités, de la diversité, si vous dites des conneries vis-à-vis du chef, vous êtes sanctionné. Interdiction de critiquer le chef. Qui plus est, encore en plus aux États-Unis, quand c'est un chef qui est complètement sénile, mais qu'on essaye désespérément de tenir à bout de bras pour l'année prochaine.
Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Alors en plus, je rappelle, hein, tout ça est un voile qui masque aussi une crise financière qui est en train vraiment d'émerger un peu partout. Il suffit de voir le marché de l'or, suivez-le parce que c'est très intéressant. On voit bien que là il se passe quelque chose. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Marchez bien et à très bientôt.